En avril 1945, la population de Berlin a chuté de plus de 4 millions à seulement 2,7 millions, laissant une ville où les femmes étaient 3 fois plus nombreuses que les hommes. Bienvenue sur l'écho de la WWT. Si vous voulez plonger au cœur des histoires inédites de ceux qui ont survécu à la plus grande catastrophe de l'histoire humaine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une étape de ce voyage. Imaginez ceci, vous êtes accroupi dans un sous-sol humide et sombre, alors que le plafond au-dessus de vous gémit sous le poids d'un empire à l'agonie. L'air est une soupe épaisse de béton pulvérisé et de vieilles poussières de charbon, faisant de chaque respiration une lutte contre l'environnement même censé vous protéger. Fin avril, les roquettes soviétiques, orgues de Staline, hurlaient dans le ciel, libérant une énergie cinétique si intense qu'elle pouvait broyer les poumons sans même un impact direct. Pensez à Berlin comme à un immense bocal en verre qui vibrait depuis des années. En ces derniers jours, le verre ne s'est pas seulement fissuré, il s'est transformé en poussière. Pour comprendre l'atmosphère de ce siège final, considérez ces trois réalités atmosphériques, la privation sensorielle, les bombardements continus obligeaient les survivants à vivre dans l'obscurité totale, s'en remettant uniquement au toucher et à l'odeur du soufre pour se diriger. La fragilité structurelle, les immeubles d'habitation sont devenus des cimetières verticaux lorsque les sous-sols se sont effondrés sous le poids de 5 étages de briques en chute libre. La chambre d'écho, la géographie circulaire de Berlin emprisonnait le son de l'artillerie, créant un bourdonnement constant à basse fréquence qui empêchait tout sommeil pendant des semaines. Dans ce monde souterrain, le tic-tac d'une montre était le seul rappel que le temps avançait toujours vers une fin inévitable. Les orgues de Staline ont fini par se taire, remplacés par le cliquetis rythmique des chenilles des chartes et 34 broyant les ossements des rues de la ville. Vous vous étalez de la poussière de charbon sur le front et les joues, essayant désespérément de paraître 60 ans plus vieille que vous ne l'êtes réellement. L'armée rouge était animée par une colère rouge, une pulsion biologique et psychologique de vengeance après 4 années passées à témoigner des atrocités nazies sur le sol soviétique. Ils ne vous voyaient pas comme une personne, ils vous voyaient comme une représentante biologique de l'ennemi qui avait brûlé leur propre village. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les « libérateurs » ressemblaient souvent à de nouveaux « oppresseurs » dans le vide d'une civilisation effondrée? C'est parce que lorsque la structure de la loi disparaît, la seule règle restante est la loi du prédateur et de la proie. Pour comprendre la transition du siège à l'occupation, nous devons examiner ces tactiques de survie, le masque de l'âge. Les femmes utilisaient de la suie et des vêtements en lambeaux pour cacher leur jeunesse, espérant que la répulsion physique servirait de bouclier. Le silence des sous-sols, des groupes de femmes pratiquaient une « respiration de mort » pour éviter d'être détectées lorsque les patrouilles soviétiques entraient dans les bâtiments. Le sacrifice de l'identité, pour survivre, de nombreuses femmes ont brûlé leurs papiers d'identité, devenant ainsi des fantômes dans leur propre quartier. La victoire célébrée dans les journaux était, pour celles restées dans les caves, une descente terrifiante dans une nuit sans aucune loi. Imaginez-vous traîner à la lumière vacillante d'un feu de rue, ou un cercle de soldats épuisés et en colère attend de juger votre existence. On vous force à montrer vos mains et vos bras, car les soldats cherchent les cales d'un ouvrier ou les marques d'un partisan nazi privilégié. Un officier soviétique pourrait regarder les ruines environnantes et remarquer que les morts sont plus faciles à gérer que les vivants, soulignant à quel point la vie humaine était devenue insignifiante. Le poids psychologique de cette sélection constante était comme un poison à action lente, drainant la volonté de vivre même chez les survivantes les plus fortes. Pourquoi des milliers de femmes à Berlin ont-elles choisi la capsule du silence en se donnant la mort durant la première semaine de mai? Parce que pour beaucoup, la peur de la colère rouge était plus angoissante que la finalité d'une faim auto-infligée. Dans les coins sombres de la ville, le véritable prix de la chute se payait avec une monnaie de dignité qui ne pourrait jamais être récupérée. À présent, vous vous tenez dans un paysage où le ciel est d'un gris permanent et meurtri, et où la seule industrie restante est le déblaiement des ruines. La guerre des balles est terminée, mais pour vous, la guerre de l'estomac ne fait que commencer, et l'ennemi est une douleur sourde dans vos côtes. Vous êtes l'une des millions de femmes laissées pour reconstruire un monde réduit en une fine poudre amère par des millions de tonnes d'explosifs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus grands architectes de la Nouvelle-Allemagne n'étaient pas les généraux, mais les femmes aux mains ensanglantées? C'est parce qu'elles étaient les seules à posséder la résilience biologique nécessaire pour nettoyer l'infection du passé et entamer le lent processus de guérison. Pour comprendre le fardeau des femmes des ruines, considérez ces 3 piliers de leur existence quotidienne. Le déficit calorique, les rations sont tombées à moins de 1000 calories, transformant le corps humain en une machine qui consommait lentement ses propres muscles. La crise hydraulique, chaque canalisation étant brisée, les femmes devaient transporter de lourds seaux d'eau contaminés sur des kilomètres de débris tranchants.
La reconstruction manuelle, elles ont déblayé plus de 75 millions de mètres cubes de gravats, triant chaque brique à la main pour préparer un avenir qu'elles ne pouvaient pas encore voir. Dans cette réalité grise, être une survivante était une couronne de plomb et de cendres que beaucoup trouvaient trop lourde à porter. La faim était un maître implacable et silencieux qui transformait même les personnes les plus civilisées en ombre d'elles-mêmes. Vous faites la queue dans une file d'attente qui s'étend sur 6 pâtés de maison, serrant un petit morceau de pain de sucre, comme s'il s'agissait d'un lingot d'or pur. Les gardes qui surveillent la file regardaient souvent avec une passion brûlante, de haine, se souvenant de la famine que les nazis avaient intentionnellement provoquée à Leningrad et en Ukraine. Pour une femme dans le Berlin de 1945, un petit paquet de souvenirs, enveloppé dans une couverture délavée, était tout ce qui restait d'une vie qui semblait autrefois éternelle. Pourquoi l'histoire reste-t-elle souvent silencieuse sur les cris les plus forts de la population civile? Parce qu'après la guerre, les vainqueurs comme les vaincus voulaient passer à autre chose, laissant les femmes des ruines porter leur traumatisme dans un silence qui allait durer des décennies. Aujourd'hui, les rues magnifiques et modernes de Berlin cachent un socle de secrets enfouis depuis 80 ans dans le sol allemand. La leçon de 1945 est que, dans le théâtre de la guerre totale, les scènes les plus brutales se jouent dans les sous-sols et les ombres, là où les innocents attendent une miséricorde qui n'arrive jamais. Les ruines ont été déblayées et les bâtiments remplacés, mais l'écho de cette lutte résonne encore dans l'histoire de chaque famille de la ville. En fin de compte, Berlin n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un foyer brisé, et ce sont ces femmes qui ont dû en recoller les morceaux avec leur propre sang. Le dernier, écho de la Seconde Guerre mondiale, est la prise de conscience que le coût de la guerre se mesure toujours aux larmes de ceux qui doivent survivre à la paix. Les chenilles métalliques des chars soviétiques T-34 n'ont pas seulement roulé sur le pavé, elles ont broyé les ossements même de la ville en une poussière fine et étouffante. Imaginez ceci, le tonnerre assourdissant de l'artillerie s'est enfin arrêté, mais le silence qui suit est encore plus terrifiant. Vous vous tenez au milieu d'une rue squelettique, regardant un mur de soldats vêtus de vert émerger de la fumée comme un raz-de-marée de vengeance. L'armée rouge était animée par une colère rouge, une réaction chimique psychologique née de 4 années passées à voir leur propre mère et sœur massacrées par l'invasion nazie. Ils ne vous voyaient pas comme une femme, ils vous voyaient comme le symbole vivant de la nation qui avait réduit leur propre foyer en cendres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les libérateurs peuvent soudainement ressembler à une nouvelle force d'invasion dans le vide d'un empire déchu? C'est parce que lorsque la structure d'un pays se brise, la frontière ténue entre un soldat et un prédateur disparaît instantanément. Considérez l'arrivée de l'armée rouge comme un barrage rompu, l'eau ne se soucie pas de ce qu'elle frappe, elle ne connaît que la direction de l'inondation. Pour comprendre le chaos de ces premières rencontres, examinez ces 3 réalités de survie, le langage de la force, en l'absence d'une langue commune, l'ordre hurlé et le fusil pointé sont devenus les seuls moyens de communication pour les soldats. La recherche de trophées, les soldats allaient de maison en maison, libérant tout, des montres bracelets aux réserves de nourriture cachées, en guise de réparation de guerre. La violation du sanctuaire, les sous-sols qui étaient autrefois des bunkers de protection maternelle ont été forcés, transformant votre dernier espace de sécurité en un piège. Dans ce monde, la victoire proclamée à Moscou était une condamnation à mort chuchotée dans les coins sombres de Berlin. La transition de civil à cible s'est produite en un instant, le temps d'appuyer sur une détente ou de défoncer une porte. Vous vous cachez derrière un tas de charbon, entendant le bruit lourd et rythmique des bottes sur le plancher juste au-dessus de votre tête. Tense, chaque grincement de parquet résonne comme un coup de feu, et chaque respiration vous donne l'impression d'être la dernière. Les soldats soviétiques cherchaient les partisans, werewolf, les combattants nazis restaient sur place et toute personne trouvée cachée était traitée avec une suspicion froide et calculée. Pour les femmes de Berlin, la victoire était une cruauté calculée où elles étaient dépouillées de leur dignité pour payer les péchés d'un régime qu'elles n'avaient aucun pouvoir d'arrêter. Pourquoi la colère rouge s'est-elle concentrée si lourdement sur les femmes de la capitale? C'est parce que, dans la logique tordue de la guerre totale, la conquête d'une ville n'est jamais achevée tant que son peuple n'est pas brisé de l'intérieur. Un commandant soviétique pourrait regarder un groupe de femmes tremblantes et remarquer qu'elles sont plus faciles à compter lorsqu'elles sont trop terrifiées pour bouger. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une bataille, il s'agissait de l'effacement total de la fierté d'une nation qui prétendait être la race supérieure. Le véritable coup de la chute de Berlin ne se trouvait pas seulement dans les bâtiments qui s'effondraient, mais dans l'humanité qui était arrachée dans l'obscurité. À présent, vous êtes traîné vers la lumière vacillante d'un feu de rue, où un cercle d'hommes épuisés et en colère attend de juger votre existence. On vous force à montrer vos mains,
car les soldats cherchent les cales d'un ouvrier ou les tatouages cachés de l'élite SS. Si la guerre est une machine industrielle massive, alors en 1945, les femmes de Berlin étaient les rouages broyés pour faire tourner le moteur de la vengeance une dernière fois. Le poids psychologique de cette sélection constante était un poison à action lente, drainant la volonté de vivre jusqu'à ce que le concept de « demain » devienne un rêve impossible. Pourquoi l'écho de 1945 résonne-t-il encore dans les rues modernes d'une Allemagne reconstruite? C'est parce que les survivantes ont dû bâtir un avenir à partir d'un passé qu'on leur a dit d'oublier, enfouissant leur traumatisme profondément dans les fondations de la nouvelle ville. La leçon de la colère rouge est que la vengeance est un feu qui consume les innocents longtemps après la fuite des coupables. Les ruines ont été déblayées, mais le souvenir de ces premières nuits reste un rappel sombre que la fin d'une guerre n'est souvent que le début d'un autre type de cauchemar. En fin de compte, Berlin n'a pas été seulement capturée, elle a été vidée de sa substance, laissant ces femmes combler le vide avec leur propre résilience. Le masque de poussière de charbon n'était pas un équipement militaire, mais un camouflage biologique pour une ville transformée en terrain de chasse. Imaginez ceci, vous vous tenez devant un morceau de miroir brisé dans un sous-sol, tenant une poignée de suie humide provenant de la chaudière. Vous n'appliquez pas de maquillage pour une soirée, vous peignez soigneusement votre visage pour paraître 70 ans, créant des rides artificielles et des cernes sous vos yeux. En mai 1945, la jeunesse n'était plus une bénédiction à Berlin, c'était une cible, un drapeau aux couleurs vives dans un monde de prédateurs. Considérez cela comme une évolution inversée, où la survie dépendait du fait de paraître aussi malade, vieille et laide que possible pour échapper à la colère rouge. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme choisirait de sentir l'égout plutôt que la rose? C'est parce que dans le vide d'une civilisation effondrée, votre seul bouclier est la répulsion de l'ennemi. Les soldats soviétiques fouillaient chaque cave, et s'ils voyaient un visage qui leur rappelait leurs épouses restées au pays, le danger devenait immédiat et absolu. Pour comprendre la guerre psychologique désespérée des femmes invisibles, considérez ces 3 couches de leur déguisement, l'odeur de la maladie, les femmes se frottaient la peau avec de l'ail ou ne se lavaient pas intentionnellement pendant des semaines pour créer une barrière biologique olfactive. L'armure stratifiée, elles portaient 4 ou 5 épaisseurs de vêtements amples et locteux pour déformer leur silhouette, se transformant en paquets de chiffons informes. La performance de l'âge, les jeunes filles pratiquaient la claudication, marchant avec un boitement et le dos voûté pour imiter les mouvements des personnes âgées. Dans ce monde, un seul faux pas dans votre performance, un dos droit ou une parcelle de peau propre pouvait faire la différence entre la vie et un cauchemar éveillé. Le masque de poussière de charbon était une défense fragile contre un soldat nourri par des années de vision de sa propre famille massacrée par les SS. Vous êtes assise dans le coin d'une pièce sombre, écoutant la respiration lourde d'une patrouille alors qu'elle braque une lampe de poche sur le groupe de femmes frissonnantes. La lumière frappe votre visage, et pendant un battement de cœur, le monde s'arrête, vous priez pour que les ombres et la suie suffisent à faire de vous un fantôme à ses yeux. Pour les femmes de Berlin, la victoire était un jeu de cache-cache calculé où le prix était simplement d'être laissé seul dans le noir. Si la guerre est un immense théâtre, alors en 1945, les femmes de Berlin ont été forcées de jouer le rôle le plus terrifiant de leur vie, sans scénario. Pourquoi la colère rouge a-t-elle fait ressentir même aux plus innocents qu'ils étaient ceux qui avaient commis les crimes? C'est parce que lorsqu'une nation est punie collectivement, l'individu disparaît dans une masse de culpabilité que les soldats utilisaient pour justifier leurs actions. Un officier soviétique pourrait regarder une pièce remplie de vieilles sorcières et remarquer que la race supérieure allemande s'était finalement transformée en une race de mendiants et de harpies. Il ne s'agissait pas seulement de survie physique, c'était une bataille mentale pour garder une étincelle de dignité alors que le monde essayait de la broyer dans la poussière. Le poids psychologique de vivre comme une version factice de soi-même a créé un traumatisme que de nombreuses femmes ont porté jusqu'à leur mort. La leçon du masque de poussière de charbon est un rappel sombre que dans les ruines d'un empire déchu, la première chose à être détruite est l'identité des survivants. Vous déblayez un chemin à travers les décombres, vos mains saignantes et votre visage encore taché par la suie du sous-sol, réalisant que le masque est devenu une partie de ce que vous êtes. Les ruines ont été déblayées et la ville moderne est magnifique, mais les fondations de Berlin sont bâties sur la force silencieuse de femmes qui ont appris à devenir invisibles juste pour rester en vie. En fin de compte, la victoire n'appartenait pas aux généraux, elle appartenait aux femmes qui ont eu le courage de ressembler à des fantômes pour pouvoir, un jour, revivre comme des humains. L'air à Berlin durant la première semaine de mai 1945 ne sentait pas seulement la fumée, il sentait la reddition finale et désespérée de l'âme. Imaginez ceci, vous êtes assises en cercle avec votre mère et vos sœurs, la seule lumière provenant d'une unique bougie vacillante sur une table en bois.
Sur cette table repose une petite ampoule de cyanure en verre ou un pistolet de service lourd et froid laissé par un père qui n'est jamais rentré. C'était le silence de la tombe, une épidémie psychologique où la peur de la colère rouge devenait si lourde que la seule façon de respirer était d'arrêter de respirer pour toujours. En mai 1945, Berlin a enregistré environ 7000 suicides signalés en quelques semaines, bien que le nombre réel caché dans les ruines soit probablement beaucoup plus élevé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une ville qui avait survécu à 5 ans de bombardements alliés déciderait soudainement de s'autodétruire une fois les bombes arrêtées? C'est parce que lorsque le bouclier biologique de l'espoir est arraché, l'esprit humain voit la sortie finale, non pas comme une tragédie, mais comme une miséricorde. Considérez la vague de suicides collectifs comme un incendie massif et invisible qui a balayé les sous-sols, consumant ceux qui sentaient qu'ils avaient déjà perdu leur humanité au profit de l'occupation. Pour comprendre le point de rupture absolu de la ville, nous devons examiner les 3 catalyseurs de ce silence tragique, la propagande de l'horreur, des années de films nazis décrivant les sous-hommes soviétiques ont créé une prison mentale où la mort était perçue comme une alternative plus propre à la capture. L'effondrement de la protection, l'armée allemande s'étant rendue, les femmes ont réalisé que aucun homme ne viendrait les sauver, menant à une perte totale de sécurité sociale. L'effet domino, dans les immeubles surpeuplés, voir une famille choisir le sommeil final, déclenchait souvent une réaction en chaîne dans chaque sous-sol de la rue. Dans ce monde, la victoire, hurlée dans les rues, était un son creux qui ne pouvait pénétrer le silence pesant des pièces où les lumières s'étaient éteintes pour de bon. La transition de survivant à fantôme s'est produite dans les moments calmes entre les patrouilles. Vous tenez la main de votre petite sœur, sentant son pouce accélérer alors que le son d'un accordéon soviétique descend de l'étage supérieur, mêlé aux rires ivres d'hommes qui ont oublié comment être humains. Pour de nombreuses femmes, la capsule du silence était un moyen de conserver un dernier morceau de contrôle dans un monde où tout, leur maison, leur corps et leurs avenirs avaient été volés. Si la guerre est une machine industrielle massive, alors en 1945, les femmes de Berlin ont été celles qui ont décidé de débrancher la prise plutôt que d'être broyées par les rouages. Pourquoi les officiers soviétiques regardaient-ils souvent ces scènes avec un mélange de confusion et d'indifférence froide? C'est parce qu'ils étaient habitués à une culture du sacrifice, mais ils ne comprenaient pas pourquoi une population civile choisirait l'autodestruction plutôt que la libération qu'ils croyaient apporter. Un médecin soviétique, devant une pièce remplie de ces dormeurs silencieux, pourrait remarquer que le poison nazi avait atteint le cœur du peuple bien avant que l'armée rouge n'atteigne la ville. Ce n'était pas seulement une perte de vie, c'était la faillite morale totale d'une société bâtie sur un socle de mensonges et qui s'effondrait désormais sous le poids de la vérité. La leçon du silence de la tombe est un rappel sombre que les dommages psychologiques de la guerre peuvent être plus mortels que les armes physiques utilisées pour la mener. Vous êtes l'une des rares personnes à avoir choisi de rester, regardant les charrettes emporter les corps de ceux qui n'ont pu affronter l'aube, réalisant que votre survie est désormais une dette que vous devez aux morts. Les ruines ont été déblayées et la ville moderne et vibrante, mais les espaces vides, dans les arbres généalogiques de Berlin restent les cicatrices permanentes d'une semaine où la ville a tenté de disparaître. En fin de compte, la victoire n'appartenait pas à ceux qui ont pris la ville, mais aux femmes qui ont eu la force terrifiante d'endurer le silence et de continuer à marcher vers un lendemain qu'elles ne pouvaient pas encore imaginer. Les épiceries de Berlin n'ont pas seulement fermé, elles ont été vaporisées, laissant une ville de millions d'habitants mener une bataille biologique contre leur propre corps. Semblez imaginer ceci, vous faites la queue dans une file qui s'étend sur 6 pâtés de maisons, vos pieds s'enfonçant dans la boue glacée de la neige fondue et de la poussière de briques. Dans votre main, vous serrez un petit morceau de papier froissé et une carte de rationnement de catégorie V, surnommée par dérision la carte de la mort, qui ne vous donne droit à presque rien. En juin 1945, le Berlinois moyen survivait avec moins de 800 calories par jour, un chiffre que les scientifiques classent aujourd'hui comme le seuil de famine, où le corps commence à digérer son propre tissu musculaire pour maintenir le cœur en vie. Pose considérer l'estomac humain comme une fournaise, en 1945, le combustible s'était épuisé et le feu commençait à brûler la maison elle-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un morceau de pain moisi pouvait devenir plus précieux qu'une bague en diamant ou une robe de soie? C'est parce que lorsque le moteur biologique d'un être humain commence à défaillir, la hiérarchie sociale bascule, laissant les riches mourir de faim aux côtés des pauvres. L'administration soviétique contrôlait les robinets de la vie, décidant de qui mangeait et de qui dépérissait en fonction de leurs valeurs perçues pour la nouvelle occupation. Pour comprendre la réalité viscérale de cette guerre de l'estomac, nous devons examiner les 3 niveaux de désespoir alimentaire, le pain de sucre, pour étirer les réserves de farine déclinantes, les boulangeries mélangeaient des charges de cellulose et de la sciure de bois,
créant une miche grise et lourde qui pesait comme du plomb dans les entrailles. La récolte du caniveau, en l'absence de produits frais, les femmes fouillaient les ruines à la recherche d'orties sauvages et de pissenlits, les faisant bouillir pour en faire une soupe amère et translucide sans aucune force. Le troc du marché noir, toute l'histoire d'une famille cuillère en argent, héritage et alliance a été échangée aux soldats contre une seule boîte de conserve ou une poignée de sel. Dans ce monde, la victoire, fêtée aux messes des officiers, n'était qu'un écho lointain pour la femme s'effondrant d'un édème nutritionnel, ses jambes gonflant alors que son taux de protéines tombait à zéro. La transition de la faim à la famine est un glissement lent et atroce vers un brouillard mental où vous ne parvenez plus à vous souvenir du goût du beurre ou de l'odeur d'un poulet rôti. Vous faites bouillir un morceau de cuir provenant d'une vieille botte, espérant en extraire assez de gélatine pour arrêter les pleurs de votre petit frère pendant juste 1 heure. Les gardes soviétiques, dont beaucoup avaient vu leur propre famille mourir de faim pendant les 900 jours du siège de Leningrad, observaient souvent ces files d'attente avec une passion brûlante d'indifférence froide. Ils se souvenaient du plan famine nazi qui visait à faire mourir 30 millions de soviétiques, et à leurs yeux, la guerre de l'estomac n'était que le rééquilibrage de la balance de l'histoire. Pour les femmes de Berlin, chaque repas était un pari calculé contre un paysage de scorbut, de rachitisme et de défaillance organique lente. Pourquoi la colère rouge a-t-elle utilisé la nourriture comme l'arme ultime de contrôle psychologique? C'est parce qu'une population affamée est une population soumise, trop épuisée pour résister et trop désespérée pour maintenir un quelconque sentiment de fierté de race supérieure. Un administrateur soviétique pourrait regarder une foule de squelettes ambulants et remarquer que la fierté allemande avait finalement été broyée pour devenir une pâte qui pouvait leur être servie dans un bol de soupe. Ce n'était pas seulement un manque de ressources, c'était une humilité forcée, où les survivants étaient obligés de mendier les calories mêmes dont ils avaient besoin pour déblayer les gravats. Le poids psychologique de l'insécurité alimentaire a créé un traumatisme qui a conduit toute une génération de grand-mères allemandes à ne jamais laisser une seule miette dans une assiette pour le reste de leur vie. La leçon de la guerre de l'estomac est un rappel sombre que l'arme la plus efficace dans toute guerre n'est pas une bombe, mais le contrôle des nécessités biologiques de la vie. Vous êtes assise dans l'embrasure d'une porte, partageant une unique pomme de terre flétrie avec 3 autres femmes, réalisant que la victoire appartient à ceux qui peuvent encore se tenir debout à la fin de la journée. Les ruines ont été déblayées et les supermarchés modernes débordent, mais la fin de 1945 reste un fantôme qui hante les tables des personnes âgées. En fin de compte, la guerre n'a pas seulement pris leur maison, elle a tenté de prendre leur substance même, les laissant reconstruire leur force morceau par morceau. En 1945, Berlin était enseveli sous 75 millions de mètres cubes de débris, de quoi construire une chaîne de montagnes à travers le cœur de l'Europe. Bienvenue sur l'écho de la WW2. Si vous voulez plonger au cœur des histoires inédites de ceux qui ont survécu à la plus grande catastrophe de l'histoire humaine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une étape de ce voyage. Imaginez ceci, vous vous tenez au milieu d'une rue qui n'existe plus, entouré d'un canyon déchiqueté de briques calcinées et de fer tordu. Vous ne tenez pas d'armes, mais un lourd marteau en fer et un grattoir rouillé. Vos mains sont une carte d'ampoule, de coupure et de poussière grise qui s'est incrustée si profondément dans vos pores qu'elle ne partira jamais vraiment au lavage. Vous êtes une Trümmerfrau et une femme des ruines, et vous êtes le seul rempart entre l'extinction totale de votre ville et sa renaissance. À l'été 1945, alors que la plupart des hommes étaient morts, emprisonnés ou brisés, l'administration soviétique a publié un décret « Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas ». Pensez à Berlin comme à une cathédrale fracassée, les hommes avaient détruit les murs, et maintenant les femmes étaient forcées de trier les pierres sacrées parmi l'immondice. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les architectes les plus importants de l'Allemagne moderne étaient des femmes d'âge mûr portant des foulards? C'est parce que lorsque l'idéologie de la race supérieure s'est effondrée, elle a laissé derrière elle un chaos physique qui exigeait une résilience biologique que seules les survivantes possédaient. La colère rouge était passée de la violence de la nuit au travail forcé du jour, transformant la population féminine en une équipe de construction massive et non rémunérée. Pour comprendre l'échelle industrielle de ce travail des cendres, considérez ces 3 réalités structurelles, la chaîne humaine, manquant de carburant ou de camions fonctionnels, les femmes formaient des lignes de plusieurs kilomètres, se passant les briques une à une de main en main, comme le poulant et rythmé de la survie. Le nettoyage du passé, chaque brique devait être grattée pour enlever le vieux mortier et empilée en pile de victoire, parfaite afin d'être réutilisée pour les nouveaux bâtiments du futur. La ration de catégorie, pour encourager ce travail éreintant, les soviétiques offraient des cartes de « travailleurs lourds »
signifiant que quelques grammes supplémentaires de graisse ou de sucre étaient les seuls salaires pour une journée de 12 heures. Dans ce monde, la victoire n'était pas un défilé, c'était le son de millions de marteaux frappant des millions de briques dans une symphonie de reconstruction désespérée et percutante. La transition de victime à bâtisseuse était une manœuvre calculée de l'occupation pour maintenir la population trop épuisée pour se rebeller. Vous soulevez une lourde poutre d'un toit effondré, vos muscles hurlant dans un système permanent de fatigue qui brouille votre vision. Les gardes soviétiques observaient cette humiliation industrielle avec une satisfaction froide, voyant les citoyens autrefois fiers du Reich réduits à l'état de récupérateurs manuels dans leur propre rue. Pour les femmes de Berlin, la phase des architectes des cendres était une période d'humilité forcée où elles devaient littéralement toucher chaque morceau de leur vie détruite pour dégager la voie à quelque chose de nouveau. Si la guerre est l'acte ultime de déconstruction, alors les Trümmerfront étaient la première preuve d'un printemps humain tentant de percer à travers le béton. Pourquoi l'image de la femme au marteau est-elle devenue le symbole ultime de la Nouvelle-Allemagne? C'est parce qu'elle permettait à la nation de se concentrer sur une reconstruction propre plutôt que sur la culpabilité sale des années de guerre. Un officier soviétique pourrait regarder une montagne de briques nettoyées et remarquer que les femmes allemandes étaient plus fortes que l'acier allemand qui les avait abandonnées au front. Il ne s'agissait pas seulement de déblayer les rues, c'était un bouton de réinitialisation psychologique où l'acte physique de nettoyer la ville aidait les survivantes à traiter le traumatisme de la colère rouge vécue dans l'obscurité. L'instinct biologique de créer un nid sûr pour leurs enfants était plus puissant que l'élan politique qui avait mené à la destruction. La leçon des architectes des cendres est un rappel sombre que les civilisations ne sont pas construites par ceux qui déclenchent les guerres, mais par ceux qui restent pour ramasser les morceaux après eux. Vous êtes assis sur une pile de briques empilées au coucher du soleil, regardant un horizon qui commence enfin à montrer des lignes claires, réalisant que vos mains sanglantes ont fait plus pour l'avenir que toutes les médailles d'or d'un général. Les ruines ont été déblayées et les gratte-ciels modernes de Berlin sont magnifiques, mais ils reposent tous sur une base de briques nettoyées par des femmes qui étaient trop fatiguées pour pleurer. En fin de compte, la guerre a essayé de les enterrer, mais elles ont simplement utilisé la terre pour construire une échelle vers la lumière. Les cicatrices de 1945 n'ont pas guéri lorsque la dernière brique a été posée, elles se sont simplement déplacées sous la peau, devenant un héritage silencieux transmis de génération en génération. Bienvenue sur l'écho de la WW2. Si vous voulez plonger au cœur des histoires inédites de ceux qui ont survécu à la plus grande catastrophe de l'histoire humaine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une étape de ce voyage. Imaginez ceci, vous êtes assise à une table à manger en 1965, 20 ans après la chute de la ville. Vos enfants rient, les lumières sont vives et le garde-manger est plein, mais vos yeux sont fixés sur une petite croûte de pain laissée sur une assiette. Sans réfléchir, votre main tremble alors que vous la saisissez, incapable de laisser la moindre miette être jetée parce que votre mémoire biologique est toujours emprisonnée dans le sous-sol de 1945. C'est là, cicatrice cachée, un écho psychologique où le traumatisme de la colère rouge vivait comme un invité permanent dans l'esprit des survivantes. À l'époque où le mur de Berlin a été érigé, les femmes qui avaient déblayé les ruines étaient entrées dans une capsule de silence, refusant de parler des horreurs endurées pour protéger l'innocence de la nouvelle génération. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toute une génération de grand-mères allemandes est devenue célèbre pour sa discipline de fer et son obsession pour la sécurité? Curieux, c'est parce que lorsque vous avez vu effondrement total de la civilisation, vous réalisez que les murs d'une maison ne sont aussi solides que les secrets enfouis sous eux. Pensez à la psyché allemande d'après-guerre comme à un magnifique jardin planté sur une fosse commune, les fleurs sont réelles, mais le sol est fait d'un passé sale que personne ne veut exhumer. Tout flou pour comprendre l'héritage de ces cicatrices cachées, considérez ces 3 zones de retombées psychologiques, le traumatisme transgénérationnel, les mères qui ne pouvaient pas traiter leurs propres abus projetaient souvent une distance froide sur leurs enfants, transmettant un sentiment de peur sans jamais en expliquer la source. L'effacement du statut de victime, parce que l'Allemagne était l'agresseur, la souffrance de ces femmes était souvent invalidée par l'histoire, ne leur laissant aucun espace social pour faire leur deuil ou guérir. La mémoire somatique, des décennies plus tard, des survivantes signalaient des sirènes fantômes et des maladies physiques déclenchées par l'odeur de la fumée ou le bruit de machines lourdes. Dans ce monde, la victoire de la paix était un masque pesant que les femmes de Berlin ont porté jusqu'à leur mort, cachant le statut de lépreuse qu'elles sentaient que la guerre leur avait donné. La transition de survivante à ancêtre signifiait porter un poids que personne d'autre ne pouvait voir.
Vous regardez une photographie de vous-même de 1945, un fantôme couvert de suie, et vous réalisez que la personne sur la photo est morte dans ce sous-sol, même si votre corps a continué à marcher. La colère rouge n'a pas seulement pris des vies, elle a pris la capacité de faire confiance au monde, laissant un héritage d'hypervigilance qui a façonné les fondements même de la société européenne moderne. Pour les femmes de Berlin, la grande finale de leur lutte n'était pas une médaille ou un discours, mais la satisfaction tranquille de voir une petite fille grandir dans un monde où elle n'aura jamais à apprendre comment se cacher dans l'obscurité. Pourquoi l'histoire des femmes de 1945 reste-t-elle le chapitre non dit le plus important de la Seconde Guerre mondiale? C'est parce qu'elle sert de rappel sombre que le véritable coût de la guerre n'est jamais payé par les hommes dans les bunkers, mais par les femmes chargées de recoller les morceaux du monde avec leur propre sang. Les ruines de Berlin ont été déblayées et les Trümmerfrauen ont presque toutes disparu, mais leur esprit de résilience est le mortier invisible qui maintient la ville debout aujourd'hui. La leçon de 1945 est que la plus grande force de l'humanité n'est pas le pouvoir de détruire, mais la capacité terrifiante et magnifique d'endurer l'insupportable et de choisir malgré tout de bâtir un lendemain. L'histoire oubliera peut-être les noms chuchotés dans les sous-sols, mais elle ne pourra jamais effacer l'écho de la lutte qui a acheté notre présent. La dernière ligne de l'histoire de 1945 n'est pas « nous avons gagné », mais « nous avons survécu », et dans les ruines d'un empire, ce fut la plus grande des victoires.